Bonjour Stéphane Courtois. Bonsoir. Bienvenue sur TV5 Monde. Vous êtes donc historien, l'un des meilleurs spécialistes du communisme en France. Vous avez entre autres été le coordinateur du Livre noir du communisme, publié en 97, l'auteur aussi d'une trentaine de livres sur le phénomène totalitaire et notamment en 2017 le livre Lénine, l'inventeur du totalitarisme, c'est aux éditions Perrin. Et comme on dit, les meilleurs braconniers font les meilleurs gardes-chasse, puisque si aujourd'hui vous dénoncez ce que vous appelez le totalitarisme léniniste, dans les années 60, il faut le rappeler, vous avez été un militant marxiste-léniniste dans l'organisation Vive la Révolution. On peut dire que vous êtes un repenti de l'extrême gauche? Non, pas un repenti, parce que j'assume ce que j'ai fait pendant plusieurs années à ce moment-là, et c'était plutôt 24 heures sur 24. Mais bon, j'ai fini par en sortir, et je dois dire que cette petite expérience de quelques années m'a été fort utile pour ensuite comprendre cet énorme dispositif communiste. Ah, évidemment, Vive la Révolution, c'était tout petit, c'était un confetti, et ça me permettait quand même de bien comprendre les ressorts psychologiques qui font qu'on s'engage dans ce type de mouvement, hein, parce que les gens s'engagent. Alors, on va parler de votre vision du communisme, surtout celle d'aujourd'hui. Mais d'abord, est-ce que vous vous souvenez de ce que vous faisiez le 9 novembre 89, le jour de la chute du mur? Non, je ne m'en souviens pas précisément, mais c'était un tel mouvement d'emballement, de stupéfaction, de stupeur, que bon, il y avait une effervescence générale. J'ai dû passer plusieurs jours au téléphone avec toutes sortes de gens, et chacun se disait, mais qu'est-ce qui se passe? On n'y comprend rien. Et comment est-ce que vous l'avez interprété, alors, cette chute du mur en 89? Oh, à l'époque, on l'a très mal interprété, parce que d'abord, l'URSS n'était pas encore tombée. Les archives soviétiques... Il faut rappeler que l'Union soviétique est tombée un an et demi plus tard, fin 90. Non, en décembre 91. 90-91, ouais. Ça a commencé à tomber, puis ensuite, en décembre 91, elle a véritablement implosé. C'est-à-dire que là, il n'y avait plus d'URSS du tout, hein. Et donc, il ne faut pas oublier ça. Et donc, on se dit, oui, d'accord, le mur est tombé, mais l'URSS est toujours là, donc ça ne change pas grand-chose, etc. Et finalement, c'est seulement maintenant, pratiquement, à la suite de la publication de beaucoup d'archives, et y compris des archives du bureau politique soviétique, qu'on commence à comprendre qu'en réalité, la chute du mur... Certes, c'est un accident de l'histoire qui était imprévu, puisque personne ne s'y attendait, ni Gorbatchev, ni Bush, ni Kohl, ni Mitterrand, enfin bon, et pas plus les dirigeants du Parti communiste d'Allemagne de l'Est. C'est quand même stupéfiant. Bon, c'est typique de l'accident historique. Et en même temps, c'était préparé par tout un processus d'effondrement de l'URSS elle-même, hein, parce que si le mur de Berlin est tombé, c'est quand même parce que Gorbatchev avait envoyé des signaux, avait complètement viré la vieille direction stalinienne à la tête de la RDA quelques semaines auparavant. Les nouveaux ne savaient pas très bien quoi faire. Ils ont envoyé des messages à Moscou. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, à Moscou, comme c'était le bazar, bon, on a donné des réponses dilatoires, et puis hop, et puis un sous-fifre, un type qui venait d'être nommé au bureau politique responsable avec les médias, lors d'une conférence de presse, dit bah oui, ça va s'ouvrir, oui. Mais donc, à vous entendre, vous n'avez pas vraiment été surpris. On a été surpris de la chute du mur, mais on savait que le verre était dans le fruit, quoi, d'une certaine manière. On le savait, mais quand même, on ne le savait pas tant que ça. N'oublions pas qu'on avait à l'époque la formidable image de Gorbatchev, Gorby. Et tout le monde pensait que Gorby allait oui, qui travaillait en fait à l'adaptation du système communiste. Voilà, il allait réformer le système, il allait sauver le système, et on ne percevait pas vraiment l'effondrement intérieur à tous les niveaux, politique, social, économique surtout, parce que la Russie, l'Union soviétique dans les années 80 était dans un état économique absolument épouvantable. Et moi, quand je suis arrivé pour la première fois à Moscou en 92, je me demandais où j'étais. Enfin, donc c'est peut-être l'état justement de l'économie soviétique qui a entraîné, qui a facilité l'implosion du communisme. Et dans tout le camp communiste, parce que l'économie ne fonctionnait pas. Ce système dit d'économie administrée, etc., ne fonctionnait pas. Alors, 30 ans plus tard, on est loin de l'euphorie de 89. Pour certains, on serait même entré dans une nouvelle guerre froide. Est-ce que c'est aussi votre avis ? N'exagérons rien. Hein. Allez, oui, j'entends ce discours ces derniers jours. C'est pas florissant. L'Allemagne de l'Est réunifiée, ça n'est pas aussi florissant qu'on l'a promis. Les pays d'Europe centrale et orientale sont mécontents. D'ailleurs, regardez ces mouvements populistes, etc. Oui, puis il y a des tensions aussi entre la Russie et les États-Unis. Des tensions entre la Russie et les États-Unis. La question de l'Ukraine, qui devient maintenant tout à fait centrale. Donc voilà. Alors, qui est des problèmes, c'est incontestable. Qu'il y ait des tensions
répression, c'est incontestable. Mais on ne sort pas d'un dispositif totalitaire aussi puissant que l'était l'Union soviétique et tout son dispositif de parti-État, de partis communistes dans le monde, etc., comme ça, en claquant des doigts. Ce serait quand même extraordinaire. Hein. Et il y a eu relativement peu de cas, il faut bien le dire. Hein. C'est même à l'honneur de Gorbatchev, même si je ne crois pas du tout à un Gorbatchev démocrate sachant ce qu'il faisait. Il a fait sauter son système sans s'en apercevoir, mais au moins, c'est vrai qu'il a envoyé un message en disant « je n'utiliserai plus la terreur ouais. ». Et ça, dans ce type de système, si vous dites « je n'utilise plus la terreur », mais il s'effondre dans les 5 minutes. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs au moment de la chute du mur. C'est ce qui s'est passé, ouais. Et c'est ce qu'ont très bien compris les Chinois au même moment, qui, eux, ont écrasé vraiment de manière abominable, dans le sang, la place Tiananmen, qui est aussi en 89. Qui était exactement au même moment. La Russie de Poutine, ça n'a plus rien à voir avec l'URSS, l'Union soviétique? Quelque part, ça n'a plus rien à voir, parce que d'abord, c'est ce qu'on pourrait dire réduit aux acquets, c'est-à-dire c'est vraiment la Russie. Bon. Et en même temps, M. Poutine est un ex-colonel du KGB, donc c'est très compliqué ce qui se passe, il faut bien dire. Et c'est surtout très compliqué pour les Russes. Comment voulez-vous qu'un jeune Russe de 20 ans comprenne quelque chose à son histoire et soit fier de son histoire? Alors bien sûr, il y a la victoire sur le nazisme, mais bon, il y a tout ce qui précède. La guerre civile, la grande terreur, les massacres de masse, le génocide des Ukrainiens par Staline. Donc voilà, et tout ça, alors tout le problème, c'est que tout ça n'est pas assumé. Tout ça, actuellement, on est même en pleine régression. On entend un discours, par exemple, en ce moment en Russie, un discours officiel, hein, sur les bienfaits du pacte entre Hitler et Staline en 1939. Bon, c'est quand même ce pacte signé le 23 août 1939 qui, le 1er septembre, déclenche la Deuxième Guerre mondiale, avec toutes les conséquences qu'on connaît. Et ça va coûter très, très cher au peuple du RSS. La Russie de Poutine, elle a un problème avec son histoire, son histoire du XXe siècle. Pas seulement la Russie de Poutine, tous les Russes ont un problème avec leur histoire, mais Poutine, qui est le chef et qui a beaucoup de pouvoir, pourrait pousser dans le bon sens, c'est-à-dire, bon, alors, on finit d'ouvrir les archives, on parle clairement, on laisse tous les historiens parler, alors qu'il fait évidemment exactement le contraire. Alors justement, quand on pense au communisme, on pense généralement à Lénine comme celui qui a fait la révolution de 1917, et puis Staline comme le dictateur totalitaire, sanguinaire, qui a succédé à Lénine. C'est pas aussi simple que ça, vous. Oui, ça c'est... en tout cas ce que vous dites dans votre livre. C'est la brillante opération réussie par le camarade Nikita Khrouchtchev en 1956 dans son fameux rapport secret. Hein. On se débarrasse de Staline, le méchant Staline, et il faut bien relégitimer le régime, donc le bon Lénine. Bon, ce que j'essaie quand même d'expliquer dans mon livre, c'est que Lénine, c'est l'origine. On peut dire que l'inventeur, entre guillemets, du système communiste, c'est Lénine. Non seulement c'est le fondateur, mais c'est l'inventeur d'un système. Et quand même, vous avez en français 45 volumes des œuvres de Lénine. Donc, j'invite tout le monde à les lire. Hein, bon, et si vous les lisez, il n'y a aucun problème. Je veux dire, tout est là. Hein, la violence, la terreur, les exterminations, les procès truqués, tout est là. Vous dites que la dimension totalitaire du communisme est là dès le début. Hein. Le monopole du politique par un parti unique, le monopole d'une idéologie, le monopole du parti-État et la terreur de masse. La terreur de masse, auquel s'ajoute dans le cadre du communisme le contrôle par le parti de tous les moyens de production et de distribution des biens matériels, ce qui est un moyen de pression sur les populations extraordinaire. Le parti possédait tout. Si vous vouliez un appartement, si vous vouliez une ration pour manger, si vous vouliez des soins médicaux, bon, si vous ne marchez pas avec le parti, vous ne l'aurez pas. Alors j'imagine qu'il y a beaucoup d'intellectuels en France, encore aujourd'hui, qui ne doivent pas être d'accord avec vous. Parce qu'en fait, ce que vous dites, c'est que, comment dirais-je, communisme et totalitarisme, l'un ne va pas sans l'autre. Attention, communisme du XXe siècle. Communisme léniniste. Parce que, bon, bien sûr, on peut avoir une vision mythologique du communisme, c'est merveilleux, ce sera l'égalité parfaite, etc. Bon, c'est la dimension utopique, qui est d'ailleurs très forte chez Lénine. Mais Lénine, par rapport à Marx, invente un nouveau dispositif qui est le parti. Le parti, tel que Lénine l'invente, il n'existe pas chez Marx. Chez Lénine, c'est le parti de révolutionnaires professionnels qui est chargé de s'emparer du pouvoir et qui ne s'occupe que de ses intérêts à lui en fonction de son idéologie et de son utopie. Bon, ce qui est très différent de nos partis de démocratie. Nos partis de démocratie défendent les intérêts des ouvriers, des paysans, etc., etc. Bon, non, le parti de Lénine, il défend ses propres intérêts. Oui, mais aussi dans une Union soviétique, enfin, on n'appelait pas encore Union soviétique à ce moment-là, mais qui était menacée par un retour de ce qu'on appelait les
Blancs, de la contre-révolution. Oui, enfin, il faut quand même rappeler que le début de la guerre civile, c'est la décision de Lénine, le 18 janvier 1918, de dissoudre par la force une assemblée constituante qui était la première assemblée élue au suffrage universel des hommes et des femmes en Russie, fin 1917, et en quelques heures, il a dissous par la force cette assemblée. Alors évidemment, à partir de ce moment-là, il a rencontré des oppositions. Les gens n'étaient pas tellement décidés à se laisser faire. Alors, quand on dit les Blancs, il y avait de tout chez les Blancs. Il y avait des démocrates, il y avait des républicains, il y avait des tsaristes, il y avait un peu de tout. C'est d'ailleurs ce qui fait qu'ils ont échoué, parce qu'ils étaient désunis, alors que Lénine, lui, était... Et pour vous, quelle est la différence alors entre Staline et Lénine ? Staline, c'est l'héritier. C'est l'héritier. C'est sans doute celui qui avait le mieux compris ce que Lénine avait conçu. Alors, Lénine, on peut dire que pratiquement, dès le début de 1922, Lénine est hors service, il a commencé à avoir des attaques cérébrales, etc. Et Staline lui a parfaitement compris. Il faut rappeler, contrairement à ce qu'on entend souvent, que Staline était un des principaux lieutenants de Lénine. Il était au bureau politique, mais en plus, il avait été nommé par Lénine secrétaire général du parti. C'est Lénine qui l'avait nommé. Et donc, il était tout près, je dirais, il était aux côtés du patron, il voyait fonctionner le patron, il a parfaitement compris ce que le patron avait conçu, et il l'a mis en œuvre de manière alors systématique, et puis avec son tempérament particulier, un peu pas très gentil, je dirais, c'est incontestable, mais ça va peut-être vous surprendre, mais j'avais donné une conférence à l'Académie des sciences morales et politiques il y a quelques années sur le thème « Staline, le plus grand homme politique du XXe siècle », parce que les archives montrent un phénomène politique. C'est absolument incontestable. C'est celui, au XXe siècle, qui a le mieux mis en adéquation ses moyens, qui au départ étaient très faibles, avec ses objectifs. On parlait du mur de Berlin. En 1945, l'URSS est la deuxième superpuissance. Sur l'actualité du communisme, rapidement, en Europe, ailleurs dans le monde, le communisme en tant qu'idéologie politique, c'est mort et enterré aujourd'hui ? Non, pas du tout. Ça reste très actif. On le voit. On a eu de nombreux mouvements sociaux en France. On va en avoir au mois de décembre. Derrière tout ça, il y a toujours cette idée, cette utopie communiste. À bas le capitalisme, à bas l'économie de marché. On peut mieux faire. Mais comment ? Et je voyais encore aujourd'hui sur Internet toute la direction du Parti communiste vietnamien venant s'incliner devant une immense statue de Lénine à Hanoï. Donc voilà, ça continue. Lénine reste la base fondamentale, même s'il y a eu des communismes divers et variés qui se sont plus ou moins chamaillés, des trotskistes, des maoïstes, etc. Mais tous se revendiquent de Lénine. Merci Stéphane Courtois. Je rappelle le titre de votre livre, Lénine, l'inventeur du totalitarisme. C'est aux éditions Perrin. Merci d'être venu commenter l'actualité, les 30 ans de la chute du mur et un petit peu plus. Merci beaucoup. C'est moi. Place à la culture.